Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre journal de 15 heures. Voici les titres de cette édition. Le président Ismaël Omar Guelleh prend part à la cérémonie de couronnement du roi Charles III. Au Kenya, l'Allemagne en quête de partenaires énergétiques. C'était les titres, mesdames et messieurs. Le journal au complet à présent. À l'actualité à la une de ce journal, le président de la République, son Excellence le Hajj Ismaël Omar Guelleh, est arrivé hier vendredi au Royaume-Uni pour prendre part à la cérémonie de couronnement du roi Charles III. La participation du président de la République vient à la suite d'une invitation de Sa Majesté, le roi Charles III, à participer aux festivités de couronnement à l'instar des dignitaires du monde entier qui ont fait le déplacement pour assister aux festivités de couronnement du nouveau roi britannique. À son arrivée à l'aéroport international de Londres, le président de la République a été accueilli chaleureusement par le représentant de Sa Majesté, le roi Charles III, M. Geoffrey Thompson, et la représentante du ministère des Affaires étrangères, Mme Catherine Colvin. Plus de 2500 dirigeants du monde entier, des familles royales, des grandes personnalités issues du monde politique, artistique sont conviés pour prendre part à la cérémonie de couronnement du roi Charles III au château de l'abbaye de Westminster. Ensuite, la représentante du ministère des Affaires étrangères, Mme Catherine Colvin, a pour sa part indiqué que la participation du président à cette cérémonie est une marque de l'excellente relation qui existe entre Djibouti et le Royaume-Uni. Je suis ici comme représentante du gouvernement britannique et du Foreign Secretary pour souhaiter le très bienvenue à votre président. Et nous sommes très contents qu'il soit venu et nous espérons qu'il passera un bon séjour ici à l'encouronnement. Il est très bienvenu. Le représentant du roi Charles III, M. Geoffrey Thompson, a souhaité, dans une interview au président de la République, la bienvenue à Londres pour prendre part aux cérémonies de couronnement du roi Charles III. Il a remercié le président Ismaël Omar Guelleh d'avoir répondu à l'invitation du nouveau roi Charles III pour assister à la cérémonie. Ensuite, l'ambassadeur de Djibouti en France, M. Aïd Moussaïd Yahya, a indiqué que le président de la République participe à l'instar des chefs d'État et gouvernement des pays entiers pour cette cérémonie de couronnement du roi Charles III à Westminster. Merci. Nous sommes là pour accueillir le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, qui vient à l'invitation du roi participer aux cérémonies du couronnement qui auront lieu aujourd'hui et demain à Londres. Le président de la République a reçu cette invitation à l'instar des pays du monde entier et puis appuyé par un appel téléphonique du Premier ministre britannique M. Sunak le 21 avril. Le président de la République participera cet après-midi au palais Buckingham Palace aux festivités marquant le couronnement. Il sera demain également à l'abbaye de Westminster. Il aura l'occasion de voir les têtes couronnées, les chefs d'État du monde entier, les chefs d'État africains, les chefs d'État arabes. Ce sera une occasion de marquer la présence de Djibouti aux côtés de nos amis britanniques qui vont, après 75 ans, connaître un nouveau règne avec le règne de Charles III. Grand format de ce journal. Une semaine après le lancement du réseau de recherche internationale de la Grande Muraille Verte à Djibouti, nous allons vous proposer aujourd'hui un magazine, un mag sur GMV, les rôles de la communauté scientifique. Voici un document de reportage signé Khadir Guedi et Mohamed Ahmed. Le développement d'un pays dépend de sa recherche scientifique et de son implication. La République de Djibouti a construit depuis un certain nombre d'années
un certain nombre d'infrastructures, financer bien sûr la formation. Et aujourd'hui, je pense que nous avons un capital humain à la hauteur des enjeux. Et là où Djibouti peut aujourd'hui être satisfaite de ce qui a été fait, c'est d'abord que le président de la République s'est engagé au service de la science et du développement de la recherche, par la création bien sûr du Centre d'études et de recherche de Djibouti, mais également par la création de l'OREC, l'Observatoire régional de recherche sur l'environnement et le climat. Lors de son inauguration, le président de la République a accueilli des chefs d'État, des représentants des grandes organisations internationales, la société civile, et tout le monde était impressionné par la qualité des équipements et de la formation des jeunes Djiboutiens. La lutte contre la désertification et les changements climatiques est un défi mondial, particulièrement vulnérable aux évolutions climatiques. L'Afrique subsaharienne est aujourd'hui confrontée à de nombreux défis, souvent interconnectés tels que les cyclones, les inondations, les sécheresses, les désertifications, la dégradation des terres. Au Sahel, on estime à 29,2 millions le nombre de personnes en situation d'insécurité alimentaire, dont 9,4 millions sont susceptibles de connaître des déficits alimentaires extrêmes. C'est dans ce contexte difficile que l'Union africaine a lancé en 2007 le projet de la Grande Muraille Verte, un projet qui vise à stopper la désertification, la dégradation des terres dans les zones sahéliennes et améliorer les conditions de la vie de la population tout en préservant les agrosystèmes, les agroéleveurs dans 11 pays du Sahara et Sahel, entre Sénégal et Djibouti. Mais un projet de telle envergure nécessite la collaboration effective de tous les acteurs clés de la mise en œuvre du projet de la Grande Muraille Verte. La communauté scientifique est la dernière à rejoindre l'initiative phare de l'Union africaine. Nous avons voulu encore plus loin, aller encore plus loin en mettant au cœur de la problématique climat la recherche et la connaissance scientifique. L'objectif étant de combler les lacunes en données climatiques, disposer d'une plateforme scientifique ouverte à la région et à l'international pour mieux orienter nos politiques d'atténuation et d'adaptation. À l'inauguration de l'Observatoire régional de recherche pour l'environnement et le climat, un observatoire aujourd'hui opérationnel disposant d'équipements de qualité avec un personnel technique et scientifique à la hauteur des défis. Je tiens à féliciter le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche ainsi que le CERD pour avoir tenu nos engagements et pour le travail réalisé. Le Centre d'études et de recherche de Djibouti est un établissement public à caractère scientifique. La principale mission du CERD est la mise en œuvre de programmes de recherche et de développement technologique dans le cadre des choix priorités fixés par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche en adéquation avec les objectifs tracés par le gouvernement. Le CERD comprend 6 instituts spécialisés dans l'Institut des sciences de la vie, qui est chargé de la mise en œuvre de programmes de recherche en matière de lutte contre la désertification de l'environnement. La République de Djibouti a été honorée d'abriter le lancement du réseau de recherche international de la Grande Muraille Verte le mardi 25 avril dernier à Campeski, sous le haut patronage du Premier ministre Abdulkader Kamil Mohamed et le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Coordonné par l'Institut de recherche pour le développement, ce réseau de scientifiques a vocation à offrir un cadre de mobilisation pour la gestion durable des terres et des territoires dans les zones de la Grande Muraille Verte. Je pense que ce qui s'est passé à Djibouti la semaine dernière, le lancement du réseau international de recherche est le résultat de ce dynamisme qui a été créé à Djibouti, et d'une part, et d'autre part, de par sa stabilité. Et aujourd'hui, Djibouti, petit pays, peut, je dirais, être fier que le lancement de ce réseau international de recherche parte à partir de Djibouti, et que Djibouti soit le porte-flambeau des activités de recherche sur cette grande muraille verte. De quoi il s'agit ? Quand vous voulez planter des plantes, quand vous voulez mettre en place des schémas de développement sociaux dans une région, sans la recherche, ça ne peut pas se faire. Parce que vous avez besoin de connaître la qualité des sols, vous avez besoin de connaître la pluviométrie, vous avez besoin de connaître les activités agricoles dans la région, le savoir communautaire. Et donc, sans recherche, cette grande ambition ne peut pas se réaliser. Donc, à partir de Djibouti, il y a eu un lancement de ce réseau, et elle a réuni 100 chercheurs
7 venaient de pays étrangers africains. Avec la France, les chercheurs français, on a eu plus de 8 pays qui étaient représentés. Et de par les discussions qui sont sorties, c'est que d'abord Djibouti peut être une plateforme de connaissances et de recherche. D'autre part, comment tous ces chercheurs peuvent travailler ensemble. Comment ils peuvent optimiser, maximiser les équipements, les infrastructures qu'il y a. Et comment on peut encourager qu'il y ait une véritable coopération sud-sud entre tous ces chercheurs qui partent bien sûr de Dakar à Djibouti. Et dans ce cadre, on a mis en place une facilité de mobilité des chercheurs. C'est-à-dire qu'un chercheur aujourd'hui tchadien peut venir à Djibouti et inversement, un chercheur djiboutien peut aller au Tchad ou au Sénégal et monter des programmes de recherche communs. Donc, un partage de savoir, une science ouverte, l'optimisation des moyens et puis ces chercheurs vont monter des programmes communs pour aller vers les bailleurs et demander des financements dans le cadre de ce projet. Djibouti, sur la volonté du président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, a inauguré un centre d'observation et de recherche climatique au sein de la région. La récurrence et la recrudescence des impacts malgré divers plans d'action rappellent l'urgence d'une approche régionale basée sur un engagement commun et des actions concertées. Je vous emmène au nord où, dans la continuité des inaugurations de projets réalisés par le conseil régional d'Obok, la délégation conduite par M. Abdelmalik Mohamed Bonoïta et Mohamed Hamed Ismail, respectivement préfet et président du conseil régional d'Obok, est composée de représentants du ministère délégué chargé de la décentralisation, du MENFOP, de l'Union européenne, de l'expertise de France. L'UNICEF s'est déplacé aux zones rurales et plus précisément dans la localité de Lahassa. Ce déplacement s'inscrit dans le cadre d'inauguration du dortoir de l'école primaire réhabilitée et équipée par le conseil régional de Bok grâce au financement de l'Union européenne. Accueillie par la communauté de Lahassa, la délégation a procédé à l'inauguration de la plaque et visite du dortoir. Ce dernier, longtemps en abandon par manque de moyens, a été remis en état. De plus, les équipements ont été installés, ainsi des armoires, matelas, couvertures et oreillers ont été livrés. Des ventilateurs et lampes solaires ont également été montés. Le pourquoi de ce projet s'explique par le fait que cette école perdait son effectif d'une manière significative. Sollicité par la communauté de Lahassa, le conseil régional a jugé urgent de procéder à sa réhabilitation. Par la suite, les clés ont été officiellement remis au directeur de l'école sous la supervision du chef des services régional du MENFOP. Nous allons écouter un extrait de l'intervention du préfet Abdelmalik Mohamed Bonoïta. Nous nous réjouissons d'être à Lahassa aujourd'hui parce que c'est la première doléance que la communauté de Lahassa avait sollicitée lors de notre visite avec le président du conseil régional. Je tiens tout d'abord à saluer l'abnégation, l'engagement et le dévouement du conseil régional et en particulier du président du conseil régional qui a mis toute son énergie afin que ce projet, afin que cette doléance voit le jour aujourd'hui. Et nous sommes très contents. La population aussi s'est réjouie parce que cette école qui est une des premières dans la région d'Obok, l'effectif de cette école commençait à diminuer de plus en plus. Aujourd'hui, nous sommes ravis d'entendre que le nombre d'effectifs a augmenté et ils sont à plus de 40 élèves. Donc tout cela, c'est aussi l'engagement, comme je disais tout à l'heure, et le dévouement, l'abnégation du président du conseil régional, les financiers qui ont cru en ces projets également. Je tiens à saluer l'Union européenne et également le ministère de la décentralisation qui est venu ici sur le terrain, qui avait constaté de visu la situation qui prévalait
Voilà. Dans cette série d'inauguration, la mission s'est déplacée à Awas, localité située à près de 32 km du chef-lieu pour inaugurer une citerne enterrée. Il faut préciser que dans cette zone, la problématique liée à la soif est très importante. Les responsables coutumiers, tout en se félicitant de cette réalisation, ont demandé à ce que d'autres ouvrages soient réalisés dans ce secteur. Dans le projet de lutte contre la soif, le village de Lanava, difficile d'accès, a accueilli cette même délégation pour inaugurer une citerne enterrée également à leur tour. Que ce soit à Awas ou Lanava, la priorité demeure la lutte contre la soif. En attendant que de gros ouvrages soient construits, les citernes enterrées restent les seules alternatives pour la population. Je vous emmène au sud du pays où, pour la tournée dans les régions de l'intérieur de la caravane de rencontres littéraires de l'ambassadeur Ahmed Areta Ali, accompagné d'une équipe du ministère de la Jeunesse et de la Culture, a démarré au pied du mont Aré. Dans la journée de ce jeudi 4 mai 2023, l'ambassadeur Areta, accompagné du directeur des régions du MJC, se sont déplacés à Alice Abilé. Très tôt dans la journée, l'équipe se rendit dans les bureaux de la préfecture d'Alice Abilé. Après un accueil chaleureux dans le salon d'honneur de la préfecture en présence du président du conseil régional, M. Chamarke Hassan Alale, le préfet M. Moussa Aden Migane a mis l'accent sur l'importance que revêt la mission diligentée par la délégation du MJC en faveur du diplomate chevronné et écrivain Ahmed Areta Ali. Le préfet n'a pas manqué d'insister sur la nécessité absolue de l'implication des communautés dans les initiatives visant à dynamiser le processus du développement inclusif de la jeunesse dans le cadre des attributions culturelles du département du MJC, comme la promotion du livre et le développement de la lecture publique. Ainsi, l'écrivain a fait un dédicace de son livre aux deux hauts responsables de la région. Après ce bref halte, les hauts responsables de la région Assedjouk et Beninjouk, l'équipe de MJC et l'auteur invité rejoignent le CDC d'Aska pour plus la salle de la bibliothèque du CDC où s'est déroulée la conférence débat autour du livre en présence des invités de marque, des grandes figures de la région, des amoureux de la littérature, des dizaines de jeunes étudiants auxquels est dédicacé le livre intitulé « Mes allées au soleil, le vent à l'ombre du drapeau de Djibouti ». Lors de son intervention, l'auteur a évoqué l'importance du livre de la lecture, de l'écriture et les messages qu'il porte en termes de savoir d'évasion, de transmission et perpétuation des patrimoines socioculturels et linguistiques. Des questions-réponses pertinentes des participants à la conférence et la traditionnelle photo de famille a clôturé l'événement. On écoute à présent un extrait de l'intervention de l'ambassadeur Areta Ahmed Ali. C'est pendant une période où j'avais plus de temps, parce que la période Covid, pendant presque 2 ans, 2020, 2021, il fallait, on était obligé de rester à la maison, même à Tokyo. Donc du coup, je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a d'utile que je pourrais faire puisque je représente mon pays? Et c'est là où j'ai commencé à noter un peu mon ressenti, mon parcours. Et c'était pendant cette période-là que j'ai commencé. Et puis le fait d'écrire, comme je l'ai toujours dit, je pense que ça vous permet de vous exprimer aussi. Au lieu de garder pour soi, on partage avec les autres. Et on partage avec les autres, on ne cherche pas la perfection. Si on cherche à être parfait, il n'y a que Dieu qui est parfait. Donc, la perfection, il faut faire des fautes. Donc, quand il y a une trace écrite, quand vous racontez votre pays, quand vous mettez en relief vos cultures, quand vous vous engagez, je pense que c'est la meilleure façon de vendre, au sens noble du terme, son pays. Et je crois que ça donne la meilleure de satisfaction aussi. C'est ainsi, et c'est meilleure manière de véhiculer, justement, de faire que s'il y ait cette coexistence, comme c'est le cas au Japon, c'est l'école. C'est le CDC, ce sont les CDC. C'est le ministère de la Culture. Et je rends hommage à Mme Ibo qui a vraiment fait le maximum pour aussi mettre en valeur la culture. Donc, même si vous n'êtes pas une classe littéraire, je pense que la littérature, l'écriture n'est pas réservée qu'aux littéraires. On peut être du LIC, du lycée technique ou d'ailleurs, et laisser se mettre à l'écriture aussi.
Mais pour ce faire, il faut d'abord lire. Voilà ce que j'avais à dire. Et encore une fois, j'aimerais remercier les enseignants et vous remercier pour vos témoignages, pour tout ce que vous avez dit, et puis pour vous dire que je reste toujours à votre disposition si jamais vous avez des éclaircissements par rapport au témoignage, à la trace écrite que je partage avec vous. N'hésitez pas à lire ce livre, même à d'autres livres aussi. Je ne dis pas seulement lisez ce livre, lisez surtout. Après viendra l'écriture. Merci beaucoup. Nous allons continuer avec une réaction d'un jeune bénéficiaire, mais tout de suite, l'appel à la prière de Salat al-Asr. On se retrouve dans un instant. Nous allons continuer avec la réaction du jeune bénéficiaire de cette rencontre littéraire. Nous venons de réceptionner. Nous sommes au CDC d'Ali Sabié, plus précisément au Centre de lecture et d'animation culturelle. Nous venons de réceptionner avec tous les honneurs qu'il se doit l'ambassadeur, l'écrivain et le vendeur, si je puis dire, de la culture djiboutienne au reste du monde, M. Ahmed Areita Ali. Au long de son intervention, il nous a éclairci les raisons primordiales qui lui ont poussé à écrire ces livres. Nous nous sommes trop enrichis de ses expériences, de ses vécus personnels, et nous puissions dire tout simplement que c'est un ambassadeur qui incarne parfaitement son rôle d'ambassadeur. À cette occasion que je viens de la saisir, je tiens à remercier très brièvement la dynamique ministre de la Culture et de la Jeunesse, Madame Dr Hibo Momin Assoui, qui est elle-même écrivaine et qui, du jour au lendemain, encourage, motive, galvanise toutes les initiatives littéraires. En guise de conclusion, je tiens à remercier toute la délégation conduite par le ministère et l'ensemble des amoureux et des amoureuses de livres qui ont répondu présent à cette invitation. Je vous en remercie. Toujours à Ali Sabié, la région Assedjog a célébré la journée mondiale du Croissant Rouge et de la Croix-Rouge. Cet événement organisé par l'antenne du Croissant Rouge de Djibouti, de la région d'Ali Sabié, a regroupé sur place le vice-président du conseil régional d'Ali Sabié, M. Nour Saïd Gildon, le président de la branche du Croissant Rouge d'Ali Sabié, M. Abdi Bouh, et la présidente de l'UNFD à Ali Sabié, et ainsi de nombreux volontaires de Croissant Rouge de Djibouti, antenne d'Ali Sabié. De son côté, le président de la branche du Croissant Rouge, M. Abdi Bouh Amir, a rendu hommage à M. Henri, fondateur de la Croix-Rouge, et mis l'accent sur l'objectif de la Croissant Rouge à Djibouti. Il a par ailleurs souligné l'activité de cette année, formation donnée par la branche de la Croissant Rouge d'Ali Sabié. Rappelons enfin que la Société nationale de Croissant Rouge de Djibouti, créée le 1er août 1977, est une organisation humanitaire qui apporte une aide aux personnes les plus déshéritées et aux victimes des catastrophes naturelles comme la sécheresse, l'inondation, le tremblement de terre, l'incendie ou encore aux victimes des maladies graves telles que le VIH-Sida. Je vous disais dans les titres, après l'Éthiopie, le chancelier allemand Olaf Scholz poursuit sa tournée en Afrique de l'Est avec une visite au Kenya. Accueilli par le président William Ruto, il espère lors de cette deuxième étape établir des partenariats avec le pays dans le domaine des énergies propres. Le gouvernement allemand ayant été contraint de se passer de ses importations d'énergie russe à la suite de la guerre en Ukraine. De son côté, le Kenya, qui couvre 90% de ses besoins en électricité par des énergies renouvelables, est le pionnier en la matière. L'énergie géothermique est un élément clé du bouquet énergétique du Kenya et offre d'excellentes conditions pour la production d'hydrogène verte. L'espoir est que l'hydrogène vert puisse éventuellement être importé du Kenya, a ajouté une source gouvernementale allemande. Le Kenya est déjà le premier partenaire commercial de l'Allemagne en Afrique de l'Est et prévoit de couvrir l'intégralité de ses besoins énergétiques par des énergies renouvelables d'ici à 2030. M. Scholz a visité samedi une centrale géothermique au lac Naivasha.
C'est la fin de ce journal de 15h, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti.